Bonjour, cette vidéo concerne le guidage en rotation. Alors précédemment, nous avions déjà étudié une solution technologique qui concerne le guidage en rotation. C'était par Pallialis, Coussinet ou Bag. Cette fois, nous allons porter toute notre attention sur le guidage en rotation par roulement. Alors sans plus attendre, jetons un coup d'œil sur le sommaire. On regardera tour à tour comment sont constitués les roulements et puis notamment comment est-ce qu'on les désigne. On regardera également, on s'intéressera aux critères de choix, comment est-ce qu'on sélectionne telle technologie de roulement. On observera également un montage tout à fait classique, un montage de roulement tout à fait classique, et puis on essaiera de voir les composants qui participent à ce montage. On regardera également les différentes caractéristiques des roulements, notamment dans un tableau qui réalise un petit peu la synthèse de toutes ces caractéristiques. Enfin, deux points très importants. Le premier, c'est les règles de montage des roulements à contact radial. Évidemment, comme vous êtes des techniciens de maintenance en devenir, forcément, ces règles de montage donc sont particulièrement importantes pour vous. Et enfin, la schématisation. Bon, par exemple, savoir comment est-ce qu'on schématise d'une manière très simple un montage de roulement. Alors, avant de peut-être d'aborder le premier point, on peut se poser la question, pourquoi utiliser des roulements plutôt qu'autre chose? Eh bien, c'est toujours dans le but de diminuer les pertes énergétiques par frottement. En effet, on remplace le frottement de glissement par du frottement de roulement. Et c'est la plupart du temps cette solution qui est utilisée chaque fois que l'on veut motoriser un axe. Désignation et constitution des roulements. Donc, quels sont les éléments qui constituent un roulement? Donc, les éléments très classiques, une bague intérieure. Donc, vous voyez cette bague intérieure que j'ai coloriée ici en jaune. Et donc, vous pourriez faire exactement la même chose. J'en profite pour vous rappeler que au fur et à mesure que se déroule cette vidéo, vous devez compléter le cours que vous devez avoir à votre disposition. Ensuite, il va y avoir une bague extérieure donc, qui va former l'enveloppe extérieure. Il va y avoir également des éléments roulants. Donc, c'est des éléments roulants, ça peut être soit des billes, soit des rouleaux, soit des aiguilles. Et enfin, vous allez avoir donc une cage à éléments roulants. Cette cage a pour but de séparer les éléments roulants pour qu'ils ne se touchent pas et puis aussi pour faire en sorte que la distance entre deux éléments roulants reste identique. Alors, la première valeur qui est particulièrement importante, voire même essentielle, c'est le diamètre de l'arbre. Autrement dit, quand on dit diamètre de l'arbre, c'est-à-dire petit d, c'est aussi le diamètre intérieur de la bague intérieure. Donc, c'est vraiment la première dimension qu'il faut avoir toujours en tête quand on veut dimensionner, par exemple, un roulement. Ensuite, il y a la plupart du temps donc deux lettres ou parfois qu'une seule. Tout dépend de l'élément roulant, donc comme vous pouvez le constater dans ce tableau. Et enfin, vous avez deux chiffres. Le premier chiffre, ça correspond à la série des diamètres. Série des diamètres, pourquoi? Eh bien oui, parce que lorsqu'on a un diamètre intérieur, autrement dit, diamètre de l'arbre qui a une certaine valeur, par exemple 30, eh bien le diamètre extérieur, c'est-à-dire celui de la bague extérieure, c'est-à-dire en fait ici grand D, eh bien pourra être différent. Donc on aura des roulements qui auront des tailles différentes. Pourtant, ils auront donc une même valeur de valeur de diamètre d'arbre, par exemple 30, mais par contre, ils vont pouvoir être plus ou moins gros en fonction d'un certain nombre de paramètres mécaniques.
on aura exactement la même remarque, on pourra faire la même remarque pour la série des largeurs. Donc, vous voyez qu'ici, on aura des largeurs donc, qui pourront être différentes également. La largeur est toujours repérée par la lettre B. Maintenant, si on jette un petit coup d'œil sur deux catalogues constructeurs que j'ai pris totalement au hasard, le premier c'est SNR, le deuxième c'est SKF, on va constater que finalement la désignation des roulements tels que je l'ai décrite précédemment, en fait, n'a plus vraiment cours. Les constructeurs, eh bien, ils ont leur propre manière de référencier leur roulement. Donc, regardons le premier extrait du catalogue, c'est le catalogue donc SNR. Donc, cet extrait concerne un roulement à une rangée de billes à contact radial. Eh bien, par exemple, lorsque je m'intéresse au diamètre de l'arbre, autrement dit, je répète, le diamètre de la bague intérieure, petit d, donc ici, c'est le diamètre 12, vous voyez que vous allez avoir des diamètres grand D, c'est-à-dire le diamètre de l'alésage ou de la bague extérieure, qui lui pourra être différent. Et on fera exactement la même remarque pour la largeur. Donc, si par exemple, on veut repérer un roulement, donc petit d 12, grand D 28 et grand B donc 8, et noter donc la référence 12, 28, 8, la référence c'est 6001. Vous constatez également que tout naturellement et quasiment tout le temps, chaque référence est également, on renseigne également un certain nombre de caractéristiques mécaniques, comme par exemple les charges dynamiques de base, les charges statiques de base, et puis un certain nombre de limites d'utilisation qui concernent la fréquence de rotation, suivant que le roulement est lubrifié à la graisse ou il est lubrifié à l'huile. Si maintenant on jette un petit coup d'œil sur l'autre catalogue, que vous trouverez d'ailleurs, les extraits de catalogue, je ne l'ai pas dit, mais vous les retrouvez à la dernière page donc, du document que je vous ai déjà distribué. Alors, si on essaye de repérer et de noter notamment la référence de ce même roulement, diamètre petit d 12, le grand D 28 et grand B 8, on essaye de trouver ça. Donc 12, 28, vous voyez, vous en avez plusieurs. 8, on va prendre le premier, eh bien, on aura 6000, 6001. Alors, vous voyez que celui-ci, c'est 6001, l'autre, c'est exactement le même, mais par contre, il y a des chiffres et des lettres qui suivent. Eh bien, ça nous donne des références différentes. Pourquoi? Parce que tout dépend de la constitution du roulement. Si le roulement est ouvert d'une manière donc très simple, c'est le roulement basique, eh bien, il aura donc, ça sera donc tout simplement 6001. Si, par exemple, il est protégé des deux côtés, par exemple par des flasques d'étanchéité, eh bien, on aura donc ces informations qui suivront. Et s'il n'est protégé que d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a un flasque d'étanchéité, par exemple, que d'un côté, eh bien, vous voyez que donc la référence, la désignation est un petit peu différente. Par contre, donc, on constate bien, c'est la conclusion, que ce soit pour le catalogue SNR ou le catalogue SKF, on a exactement la même référence. Alors, on continue. Comment est-ce qu'on fait pour choisir une technologie de roulement? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir plutôt des rouleaux, des aiguilles ou des billes? Eh bien, plusieurs critères donc, que l'on peut utiliser. Le premier, c'est l'intensité de la charge. Donc, plus la charge va être élevée, eh bien, plus on aura tendance à utiliser des rouleaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, la surface de contact est plus importante et donc la pression admissible sera un petit peu plus faible que si le contact était tout simplement
ponctuelles. Un autre critère de choix, ça sera la direction de la charge. Alors, si on s'intéresse aux roulements donc, à aiguille, les roulements à aiguille, eux, ils n'acceptent que des charges radiales, c'est-à-dire des charges qui sont dirigées suivant les rayons, hein, comme on peut l'indiquer, comme on peut essayer de l'imager sur cette roue de vélo. Vous voyez les rayons, hein, eh bien, vous imaginez bien que charge radiale, rayon, ce sont deux mots qui sont de la même famille. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez éventuellement imaginer des forces radiales qui s'exercent sur ces roulements. Donc, des charges radiales uniquement. Pourquoi? Parce que si on exerçait des forces axiales, eh bien, ce roulement aurait tendance à se déboîter. Maintenant, le deuxième roulement qui est ici, c'est un roulement donc très particulier. On appelle ça une butée à billes. Vous voyez que les deux bagues sont dans une position, une orientation très, très particulière, hein. Donc là, on a bien l'impression que les charges, elles ne seront que axiales, par contre. Donc axiale, on peut faire exactement la même remarque si je reviens sur la roue de vélo, hein. Eh bien, une charge axiale, ça sera une force qui sera dirigée suivant l'axe de la roue. Et enfin, vous remarquez qu'ici, le contact et les obliques, hein, eh bien, les roulements à contact oblique, eux, ils vont admettre des charges combinées, c'est-à-dire des charges axiales et aussi des charges radiales. Donc, c'est plutôt des roulements qui vont être utilisés lorsqu'effectivement on a des directions les charges qui sont exercées dans plusieurs directions. Enfin, dernier critère, ça sera suivant la fréquence de rotation. Et on aura tendance à utiliser plutôt des aiguilles pour des très grandes vitesses. Pourquoi? Parce que les aiguilles ont un diamètre bien plus petit que des rouleaux ou des billes. Et donc, il y aura des forces inertielles qui seront moindres et il y aura donc des efforts sur la bague extérieure qui seront donc du coup minimisés. Si on observe un montage de roulement très très classique, alors déjà il faut essayer un petit peu de comprendre ce montage-là. Vous voyez qu'ici on a un arbre, cet arbre on va supposer qu'il tourne et il tourne autour d'un bâti. Ce bâti d'ailleurs, on a l'impression que c'est un bâti qui a été réalisé en fonte, hein, disons par moulage. Alors, on voit très nettement les deux roulements. Donc, les roulements sont toujours montés par paire. Ils n'ont pas d'ailleurs la même dimension, certainement, que la charge sur ce roulement est certainement plus importante. C'est ce qui fait qu'on a choisi, pourtant, pour un même diamètre d'arbre, on a choisi un roulement qui était beaucoup plus costaud. Il s'agit bien de roulement à billes à contact radial et non pas oblique. Maintenant, pour les autres cadres, eh bien, je vous laisse le soin de compléter ceci. Essayez d'imaginer le nom que l'on peut donner à chacun de ces éléments. On fera la correction plus tard. Enfin, ce tableau qui résume un certain nombre de caractéristiques générales, notamment les charges admissibles, qu'elles soient radiales, axiales ou combinées, son aptitude à la vitesse, son fonctionnement s'il est silencieux ou non, sa rigidité, son aptitude au désalignement et enfin l'angle de rotulage. Alors, si on prend par exemple celui-ci, un roulement à billes à double rangée, donc deux billes à contact oblique, on constate qu'il peut y avoir parfois 3 étoiles ou parfois qu'une seule, et puis des valeurs donc nulles. Alors, qu'est-ce que l'on peut en conclure, hein? C'est tout à fait évident, hein. Plus il y a d'étoiles,
eh bien, meilleur c'est. Donc, celui-ci, par exemple, il aura une excellente aptitude à admettre des charges combinées, alors que au niveau du fonctionnement, du fonctionnement silencieux, ça ne sera pas forcément le meilleur choix. Un dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'angle de rotulage. Vous constatez qu'ici, on a, pour celui-ci de roulement, de 2 à 16, et vous avez une petite apostrophe. En fait, cette petite apostrophe, ça veut dire une minute de degré. Donc, imaginez ce que c'est qu'une minute de degré. Donc, je vais vous dire exactement à quoi ça correspond. Une minute de degré, c'est 1 degré divisé en 60 parties. Donc, vous imaginez l'angle de rotulage particulièrement faible que ce roulement donc, va avoir. Il ne peut pas osciller de plus de, allez, une valeur moyenne, 10 minutes de degré. Donc, c'est vraiment très faible. Par contre, si on regarde par exemple celui-ci, hein, le roulement sphérique à auto-alignement, là, on a 2 à 4 degrés. Cette fois, on parle bien de degrés. Et puis, il y a d'autres, mais ça, on le savait déjà, hein, la butée à billes, on savait que l'angle de rotulage, eh bien, il n'y en avait absolument pas. Également, on avait dit que les butées à billes, elles n'admettent pas de charge radiale, elles n'admettent que des charges axiales. Les règles de montage des roulements à billes à contact radial, hein, on ne parle que de ces roulements-là. On abordera les roulements à billes à contact oblique et puis les roulements à rouleau uniquement l'année prochaine. Pour l'instant, essayons de focaliser sur des choses simples et notamment les roulements à billes à contact radial. 2 règles essentielles. La première règle concerne la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge. Celle-ci, elle est toujours montée serrée sur, soit sur l'arbre, soit sur l'alésage. Alors que la bague qui est fixe par rapport à la direction de la charge, elle va être montée glissante. Pour imager ceci et puis pour donner un exemple, concrétiser un petit peu ces 2 règles de montage, prenons donc cet exemple très simple que j'ai déjà décrit brièvement. Donc cet arbre-là, il tourne par rapport à un bâti. Donc on a bien affaire à un arbre tournant. Si cet arbre tourne, eh bien, ça veut dire que les bagues intérieures, eh bien, elles vont tourner par rapport à la direction de la charge. Et donc, elles seront donc montées serrées. Donc, la plupart du temps, on monte les bagues montées serrées à la presse hydraulique. Par contre, les bagues extérieures, elles resteront fixes par rapport à la direction de la charge. La charge, par exemple, ça pourrait être quoi ici? On pourrait imaginer, je ne sais pas moi, un poulie ou un pignon à chaîne. Et donc, on aurait une charge qui aurait une direction fixe. Donc, cette bague-là, elle restera bien fixe par rapport à la direction de la charge et les bagues extérieures, donc du coup, seront bien montées glissantes. Glissantes, ça va vouloir dire que je vais pouvoir les déplacer à l'intérieur du bâti sans difficulté. Prenons un autre exemple. Cette fois, c'est l'arbre, bien, il est fixé à un bâti. Et puis cette partie-là, la pièce 2, c'est une poulie. Donc cette poulie, elle va tourner. Donc vous voyez, cette fois, c'est l'extérieur qui va tourner. Et si cet extérieur tourne par rapport à la direction de la charge, eh bien à ce moment-là, les bagues extérieures, elles seront montées serrées, alors que les bagues intérieures, elles seront montées glissantes. Maintenant,
comment dire, les constructeurs, lorsqu'ils fournissent les roulements, eh bien, ils donnent un certain nombre d'indications pour celui qui va fabriquer à la fois l'arbre, mais aussi le moyeu. Il va lui imposer non seulement les cotes nominales qui correspondent au diamètre petit d et grand D, mais aussi il va lui imposer des tolérances dimensionnelles à respecter. Alors, donc ici, on a par exemple le cas d'un arbre qui tourne par rapport à la direction de la charge. Ça veut donc dire que c'est la bague donc intérieure qui sera montée donc serrée. Si c'est monté serré, eh bien à ce moment-là, on pourra choisir ces valeurs pour la tolérance. Donc, si la bague intérieure est montée serrée, on pourra donc, par exemple, choisir ici un diamètre de 30, par exemple, c'est le diamètre de l'arbre. Et donc, je répète, le diamètre de la bague intérieure, suivi de la tolérance, par exemple, petit P6. Donc, petit P6, ça veut dire que la charge est certainement très importante. Et donc, c'est pour ça que dans cet exemple-là, j'ai pris petit P6. J'aurais pu prendre d'autres valeurs suivant l'intensité de cette charge. Maintenant, pour l'alésage, c'est-à-dire le diamètre grand D, eh bien, comme la bague est montée, extérieure est montée glissante, c'est bien noté ici, eh bien, je vais choisir pour cette cote-là, je vais pouvoir choisir, par exemple, diamètre de 42. Je ne sais pas, il faudrait regarder dans un catalogue constructeur si ce diamètre de 42 il existe pour un diamètre de 30. Et au niveau de la tolérance, je choisirai grand H7, c'est-à-dire la charge ici considérée normale. Cette fois, eh bien, on pourrait faire donc l'inverse. On pourrait supposer que l'arbre ici est fixe et puis cette partie-là est glissante. Voilà. Donc, on choisirait également des tolérances en utilisant ces tableaux. Donc, je vous donne maintenant les valeurs donc, que j'ai prises. Petit G6, on rappelle que pour l'arbre, les lettres sont toujours des lettres minuscules et que pour les alésages, c'est toujours des lettres majuscules. La dernière règle de montage concerne la fixation latérale, c'est-à-dire sur les côtés des roulements à billes. Donc, dans un montage à 2 roulements à billes à contact radial, je répète bien contact radial, les bagues montées serrées sont arrêtées en translation des 2 côtés. Donc, résumons, lorsqu'on a une bague qui est montée serrée, eh bien, la règle dit que cette bague, elle est arrêtée des 2 côtés, c'est-à-dire à gauche et à droite. Alors que les bagues donc montées glissantes, elles ne seront arrêtées qu'une seule fois. Une solution qui est très utilisée, c'est l'écrou à encoche. On en a déjà parlé lorsqu'on a étudié le cours sur les liaisons complètes, donc je vous renvoie à ce cours. Alors, donc, imaginons qu'on veut installer un roulement ici, dans cette zone-là, comme ça a été fait ici. Donc, le roulement, on va l'installer et on va le faire porter sur cet épaulement. Une fois qu'il est en contact avec cet épaulement, je veux réaliser maintenant eh bien, l'autre arrêt donc axial, c'est-à-dire mettre un écrou
et notamment ici un écrou-encoche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord installer une rondelle frein. Cette rondelle frein, vous voyez, elle est très particulière. Elle a une languette intérieure qui va se glisser dans une rainure qui a été pratiquée dans cet arbre. Et ensuite, il y a des languettes extérieures. Donc, on va d'abord glisser la rondelle frein dans cette rainure. Et ensuite, on va installer l'écrou. On va tourner, on va visser tout ça. Et lorsqu'on aura bien serré, il y aura au moins une languette extérieure qui va correspondre avec une encoche. Lorsque c'est le cas, je vais replier une languette extérieure dans l'encoche correspondante de telle sorte que j'obtienne un montage qui sera carrément indémontable, donc indesserrable. Enfin, on aborde le dernier point, c'est-à-dire la schématisation. Et on va regarder ce cas-là qui est le cas de l'arbre tournant par rapport à la direction de la charge. Je reprends bien sûr le même exemple. On avait vu que conformément à la règle 3, ce sont les bagues extérieures qui vont être montées serrées et donc elles sont forcément arrêtées des deux côtés. Donc on va regarder cette bague intérieure et puis ensuite celle-ci et on va constater qu'elles sont bel et bien arrêtées des deux côtés, c'est-à-dire à la fois à gauche et à droite. Alors comment est-ce qu'elle est arrêtée, celle-ci, ce roulement, comment est-ce qu'il est arrêté à gauche? Par un écrou à encoche. Et puis maintenant, ces deux arrêts sont réalisés par une entretoise. Une entretoise, c'est un espèce de tube qui va venir ici et donc qui va venir donc en contact avec cette bague intérieure, la bague intérieure du roulement gauche et aussi avec la bague intérieure du roulement droit. Et enfin, le dernier arrêt, eh bien, c'est un épaulement. Donc, comment est-ce que je vais faire? Pour schématiser, vous voyez, le schéma, on ne peut pas faire plus simple. Un arbre, un bâti, des roulements qui sont très schématisés également. Eh bien là, je vais schématiser ces arrêts axiaux par des petits tirets, tout simplement. Donc, vous voyez qu'ici, j'avais un écrou à encoche qui formait donc un arrêt. Bien voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais faire donc deux petits traits pour arrêter la bague intérieure du roulement gauche. Et pour l'entretoise, je fais exactement la même chose. Et enfin, pour l'épaulement également. Maintenant, il nous reste à voir la bague extérieure. Donc, la règle 3 dit que la bague extérieure, puisqu'elles sont montées glissantes, elles ne vont être arrêtées qu'une seule fois. Donc, on va regarder ici, par exemple, ce roulement-là, la bague extérieure de ce roulement, elle n'est arrêtée ni à gauche ni à droite. Vous voyez qu'ici, il y a du blanc, hein, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de matière. Donc, cette bague-là, elle va pouvoir se déplacer facilement. Elle aura une certaine latitude donc, de déplacement axial. Alors que ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ici, on a bien un arrêt à gauche et un arrêt à droite. Eh bien, c'est ce qu'on va représenter ensuite sur notre schéma. Ici, on a un épaulement et là, on a un chapeau ou un couvercle, appelons ça comme ça. Et donc, je vais représenter donc, ces deux arrêts. Voilà pour la schématisation des arrêts axiaux. Maintenant, si je veux passer de la schématisation à la modélisation mécanique, qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de calculs mécaniques, eh bien, ici, du fait que ce roulement-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourrait, hein, ce n'est pas le cas, puisque du coup, celui-ci l'empêche évidemment de se déplacer axialement, mais il aurait cette possibilité, cette capacité de se déplacer un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite. Donc, cette possibilité lui confère un comportement de linéaire annulaire. Alors que celui-ci,
eh bien, son comportement est plus proche de la liaison retenue. Voilà. Eh bien, écoutez, il vous reste maintenant à appliquer ce que l'on vient de dire à cet exemple-là. Vous ne ferez pas la modélisation de celui-ci. Vous vous contentez de schématiser les arrêts axiaux en fonction de ce que vous voyez sur ce schéma. Et je vous laisse également donc continuer ces exemples ici. Et dans ces deux exemples-là, bien, ces exemples concernent le cas du moyeu tournant par rapport à la direction de la charge. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça. Et en attendant, complétez votre document et on fera une correction donc, dans les prochaines séances. Merci, à bientôt.